La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation. Cette semaine, nous parlons de gaz de schiste, révolution énergétique ou contre-révolution environnementale. Alors que les prix du pétrole atteignaient leur sommet historique en juillet 2008, presque tout le monde avait entendu parler de la théorie du pic pétrolier, c'est-à-dire le fait qu'on arrive à un maximum de production de pétrole et qu'à partir de maintenant, on va devoir apprendre à travailler avec moins d'énergie et moins de pétrole certainement. Pour beaucoup d'experts comme Jeff Rubin, qui est l'ancien chef économiste à la CIBC, la seule question qui se pose quand on parle de la théorie du pic du pétrole, c'est quand verrons-nous le pic? Et sa réponse, maintenant plutôt que demain. Pour ces experts, la réalité du pic du pétrole implique qu'on va devoir changer notre façon de faire et que le monde qui était en constante expansion depuis la Deuxième Guerre mondiale va commencer à rapetisser. Le monde tel qu'on le vit chacun pour nous. C'est-à-dire que on va être limité à notre environnement local, les voyages intercontinentaux se feront de plus en plus rares, les meubles chinois, les raisins sud-africains deviendront des items de luxe pour la plupart d'entre nous. Tout n'est pas noir, par contre, parce que pour ces experts, le pic pétrolier signifie également qu'on va être forcé d'adopter une approche plus verte, plus commune, un peu un retour vers le monde idyllique du 19e siècle. De même, le réchauffement climatique lui-même va être attaqué de front, malgré la population, avec un manque de pétrole qui va donc nous forcer à diminuer notre consommation d'hydrocarbures. Malheureusement, ces experts avaient tout faux, et ce qu'on observe dans l'industrie du gaz naturel depuis quelques années montre que l'avenir sera différent complètement de ce qu'on avait prévu. L'histoire du développement des hydrocarbures ne suit pas une ligne droite, comme on a tendance à l'imaginer. Il y a des bouleversements qui se présentent, il y a des changements technologiques qui font que ce qu'on avait prévu il y a quelques années s'avère caduque et s'avère incomplet. Et vraiment, dans le cas des gaz de schiste, la révolution qu'on est en train de vivre est en train de bouleverser complètement notre vision de ce que va être l'énergie de demain. C'est le thème de cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du détail de ce que c'est le gaz de schiste, faisons un détour vers les années 2000 pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Entre 1950 et 2000, on a assisté à un développement massif des infrastructures de transport de gaz naturel à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce qui a fait que le gaz naturel, qui occupait à peu près 15% de la production d'énergie en 1965, représente aujourd'hui plus du quart de la production énergétique mondiale, avec une multiplication par 5 de la production de gaz naturel. L'Amérique du Nord s'est particulièrement développée avec le gaz naturel, avec une industrie de production d'électricité qui se tourne de plus en plus vers le gaz naturel, abandonnant le charbon. Ce qui fait que, vers les années 2000, les grands consommateurs de gaz naturel se sont demandé si on avait assez de ressources de gaz naturel en Amérique du Nord pour être capable de répondre à la demande anticipée. Leur réponse a fait peur. Non, il n'y aura pas assez de gaz naturel pour satisfaire les besoins des consommateurs en Amérique du Nord. Donc, rapidement, les grands consommateurs se sont tournés vers les gouvernements et ont indiqué qu'il fallait une solution à ce problème-là. Solution qui a été majoritairement vue comme nécessitant
l'introduction, de l'importation de gaz naturel du reste de la planète, des grands producteurs. On a donc multiplié sur les deux côtes de l'Amérique du Nord les projets de ports méthaniers, c'est-à-dire que on voulait acheter du gaz naturel de la Russie, du Qatar, du Moyen-Orient en général, et pour le transporter, on prend le gaz naturel, on le liquéfie, on le met à très basse température, on le transporte dans des bateaux réfrigérés, et quand il arrive en Amérique du Nord, dans les ports méthaniers, on va doucement réchauffer le gaz naturel et le libérer dans le gazoduc pour l'amener vers les consommateurs. Ces projets-là, en 2008, il y en avait 10 au Canada, dont le célèbre port méthanier de Rabaska, en face de l'île d'Orléans, à Québec. De ces 10 projets, il n'en reste aujourd'hui que 2. Le premier, LNG Canaport au Nouveau-Brunswick, a été mis en service en décembre 2009 et aujourd'hui fonctionne à 10% de sa capacité. Le deuxième projet, LNG Kitimat, en Colombie-Britannique, n'est pas encore construit, mais alors qu'on prévoyait l'utiliser pour importer du gaz naturel, les prévisions actuelles font qu'on va le construire, mais pour exporter du gaz naturel produit en Colombie-Britannique vers les consommateurs en Asie. Un changement de 180 degrés. Qu'est-ce qui explique cette différence? Eh bien, c'est que alors que les grands consommateurs cherchaient à importer du gaz naturel, les producteurs de gaz naturel en Amérique du Nord, les gazières, les pétrolières, n'entendaient pas disparaître pour autant et ont donc lancé, à partir des années 90, des programmes de développement technologique pour être capables d'extraire et d'exploiter des ressources de gaz naturel qu'on savait être présentes dans notre sous-sol, mais qu'on ne savait pas être capable d'exploiter de manière compétitive. Et à partir de 2000 à peu près, les grandes gazières avaient en place une première technologie de fracturation hydraulique qui permettait de casser des millions de tonnes de roches pour extraire du gaz naturel à un prix compétitif avec le gaz naturel conventionnel. Ce qui était les tout débuts de la révolution du gaz de schiste. Cette révolution-là a été aidée en bonne partie au milieu des années 2000 par l'augmentation très importante des prix du gaz naturel et aussi par une nouvelle loi, un nouveau règlement proposé par le vice-président Dick Cheney aux États-Unis qui permettait d'exempter le procédé de fracturation hydraulique qui utilise de l'eau de la loi du Clean Water Act, donc une loi environnementale qui protège l'eau, et ça permettait aux compagnies d'être beaucoup plus libres dans leur utilisation de l'eau et de produits chimiques pour fracturer cette roche. Avec à la fois les prix élevés et une liberté plus grande, à partir de 2006, on a vu se multiplier les projets d'exploitation de gaz de schiste. Et en 2008, au moment où le prix du pétrole fracassait des records et atteignait 150 $ le baril, on observait dans le gaz naturel une augmentation similaire qui s'est terminée très brutalement en juillet 2008 également, avec les premières exploitations à très grande échelle de gaz de schiste qui laissaient entrevoir un Eldorado du gaz de schiste en Amérique du Nord, du gaz naturel, qui allait complètement bouleverser la donne énergétique. Ce qui fait qu'en septembre 2008, les 10 projets de ports méthaniers au Canada qui existaient se sont mis à disparaître les uns après les autres, incapables de compétitionner avec du gaz naturel produit en Amérique du Nord. Et si on regarde les chiffres, c'est vraiment effarant. En 2007-2008, le gaz de schiste aux États-Unis représente une production de 1 ou 2% seulement du gaz naturel. En 2009, c'est 20% de tout le gaz naturel produit aux États-Unis qui vient des schistes. En 2010, 30%, une augmentation de 50% en un an, et ça continue. Même chose au Canada, où le gaz de schiste était absent dans les années en 2007-2008, et aujourd'hui, en Colombie-Britannique, ça représente la moitié de la production de gaz naturel. Un bouleversement très important. Quel est l'impact de ce bouleversement-là? L'impact est que les prix du gaz naturel en Amérique du Nord ont chuté, et sont aujourd'hui à environ 4 $ le gigajoule, c'est-à-dire à peu près 4 fois moins cher que le prix du pétrole pour la même énergie. Ça signifie,
Plusieurs choses. Premièrement, cette abondance de gaz naturel s'explique par le fait que de nombreuses compagnies, à partir de 2005 et 2006, ont essayé de s'installer dans un domaine naissant et on a multiplié à travers l'Amérique du Nord les projets de développement de gaz de schiste avec de petites et moyennes compagnies qui essaient essentiellement